télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Bonjour chers téléspectateurs de la radio TV RTVE et en particulier les amateurs de la rubrique Totonga Congo. Nous continuons nos partages. Aujourd'hui, nous allons parler des examens de dépistage oculaire chez le jeune enfant. Planche 1. Donc oui, les examens de dépistage oculaire chez le jeune enfant. Planche 2. Dépistage oculaire chez jeune enfant. Introduction. On estime que 19 millions d'enfants dans le monde vivent avec un trouble ou même handicap visuel. D'où l'importance d'une détection précoce pour une intervention et un traitement efficace. Les problèmes de vision passent souvent inaperçus car ils ne présentent pas toujours des symptômes évidents, ce qui rend le dépistage des routines indispensable pour identifier les enfants à risque de conditions telles que les troubles réfractifs non corrigés ou l'amblyopie. De plus, les insuffisances ou défaillances d'un œil sont souvent compensées ou couvertes par l'autre œil. Planche numéro 3. Conséquences des troubles visuels non corrigés. Non traités, les troubles visuels peuvent entraîner de graves conséquences sur le développement de l'enfant, notamment des problèmes de comportement et des difficultés d'apprentissage. Les études indiquent que les enfants souffrant des troubles visuels non corrigés peuvent connaître des retards scolaires et avoir besoin de services éducatifs spécialisés. De plus, ces troubles peuvent affecter l'estime de soi et les interactions sociales de l'enfant, soulignant l'importance de mesures de dépistage proactives. Planche numéro 4. Les revues systématiques suggèrent que des processus de dépistage efficaces peuvent réduire les coûts à long terme liés aux troubles visuels non traités, en facilitant une intervention précoce et en diminuant le recours à des soins médicaux plus lourds qui pourraient survenir par la suite si on n'a pas fait le dépistage. Cependant, une analyse approfondie est nécessaire pour s'assurer que ces dépistages ne compromettent pas l'efficacité ni les résultats, en particulier lorsqu'ils sont réalisés par du personnel moins spécialisé. Planche numéro 5. Résumé. Les examens systématiques de dépistage visuel pédiatrique sont des initiatives de santé publique essentielles, visant à détecter précocement les troubles visuels chez les enfants, un facteur pouvant influencer de manière significative leurs résultats scolaires et leur développement mental, cognitif, émotionnel, comportemental, intellectuel et même physique. Planche numéro 6. Un adage dit la vue c'est la vie, c'est-à-dire que a vista et a vida en portugais. Il faut accroître la sensibilité du public à l'importance des dépistages précoces de la vision pour améliorer les résultats. Planche numéro 7. Il faut lever les obstacles à l'accès. Identifier et surmonter les obstacles à l'accès aux soins visuels pour les enfants est vital pour améliorer les résultats. De plus, l'implication de diverses parties prenantes, des parents aux éducateurs, à chaque étape du processus de dépistage est essentielle pour garantir une approche globale de la santé visuelle des enfants. Planche numéro 8. Chez les nouveaux-nés déjà, le diamètre de la cornée est de 9,5 à 10 mm. On peut parfois constater des valeurs supérieures à 12 mm avant l'âge d'un an, indiquant une mégalocornée ou un glaucome congénital, surtout si l'enfant présente des photophobies, de larmoiement ou une cornée trouble. Au lieu que ce soit clair, transparent comme de l'eau de roche, la cornée est trouble. Ou des valeurs inférieures à 9 mm. Là, on parle de microcornée, une anomalie congénitale rare avec cornée de diamètre réduit. Planche numéro 9. La lueur pupillaire blanche. On peut aussi trouver chez le nouveau-né une lueur blanche de la pupille, le cocori, visible sur les photos prises avec flash ou lors d'un examen médical. Normalement, quand on prend une photo avec flash chez les enfants, il y a une lueur rouge au niveau de la pupille. Quand il y a le cocori, c'est-à-dire une tache blanche au niveau de la cornée, cette lueur rouge-là disparaît. Donc c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'œil de l'enfant. Une lueur pupillaire anormale chez un nouveau-né est un signal d'alerte majeure. Chaque cas justifie une évaluation ophtalmologique rapide avec imagerie ciblée pour orientation thérapeutique. Planche numéro 10. Cause de la lueur pupillaire blanche. Elle peut signifier cataracte congénitale, tumeur par exemple rétinoblastome, cancer de l'œil, décollement de la rétine, rétinopathie du prématuré,
ROP, anciennement fibroplasie rétrolentale, survenant chez les bébés prématurés ayant survécu, bien vécu, un passage à une oxygénothérapie à forte concentration. Les enfants qu'on met dans les couveuses là, on met toujours de l'oxygène, on leur apporte un peu de l'oxygène. Et quand c'est en excès, les enfants ne supportent pas tellement l'oxygène. Et même à dose normale, souvent pour eux c'est exagéré cet excès. Alors ils développent ce qu'on appelle fibroplasie rétrolentale. Un des signes de cette maladie, c'est la lueur blanche au niveau de la pupille. Planche numéro 11. 2 tests de laboratoire qui confirment le rétinoblastome. Le dosage de ADN tumoral circulant, ctDNA, extrait de l'humeur aqueuse. On appelle ça biopsie liquide par PCR ou NGS. Ça permet d'identifier des mutations somatiques du gène RBE, responsable du rétinoblastome, des altérations chromosomiques somatiques, SCNAS. 2 tests laboratoires. Deuxième test, c'est analyse multi-omique, séquence ADN, ARN, protéines, métabolites pour pronostic, décision thérapeutique. Donc, on peut faire des examens de ADN, c'est pas seulement pour confirmer la paternité, c'est aussi pour faire des diagnostics de certaines maladies, comme dans les cas de rétinoblastome. Dans ce cas-là, on recherche la séquence ADN, ARN, on scanne ça pour voir s'il y a des anomalies qui se rapprochent à la maladie de rétinoblastome. Et souvent, on trouve des métabolites. Ces métabolites permettent de faire un pronostic et pour prendre des décisions thérapeutiques efficaces. Planche numéro 12. PCR ou polymérase chain reaction. Réaction en chaîne par polymérase. Le principe, c'est technique de laboratoire permettant d'amplifier ou copier de manière très efficace un segment précis d'ADN passant d'une faible quantité à des millions ou des milliards de copies. C'est-à-dire on prend un ADN, c'est-à-dire un chromosome, un gène, on le multiplie plusieurs fois, on fait des copies de cette gène plusieurs fois, comme ça on peut distribuer ça à plusieurs examinateurs, plusieurs chercheurs, pour examiner ce gène-là si ça comporte des anomalies ou quoi. Donc PCR anomalie, les applications de ce PCR, ça permet de diagnostiquer, par exemple les infections, les maladies génétiques, la recherche et puis la médecine légale. La médecine légale, c'est la médecine qui permet, par exemple, quand il y a quelqu'un qui meurt, là on trouve quelqu'un dans l'eau, est-ce qu'il faut déterminer s'il est mort par noyade ou si on l'a tué et puis on l'a jeté dans l'eau. On trouve quelqu'un suspendu, pendu sur un arbre, il faut déterminer s'il est mort, pendu, c'est la pendaison qui l'a tué, ou bien on l'a tué, on a simulé une pendaison. Et par exemple, si quelqu'un qui meurt, on doit déterminer s'il est mort par strangulation ou s'il est mort par d'autres moyens. Il faut déterminer par quel moyen il est mort. On devient une fille, on doit savoir si la fille était vierge. On viole une fille, on doit savoir si la fille était vierge ou bien si elle était non vierge. Quand on viole une fille, la fille nécessairement est vierge. Il faut savoir maintenant si c'est le violeur qui l'a déversé, la fille a toujours été vierge. C'est ça que la médecine légale avec beaucoup d'autres applications. Déterminer la date de la mort de quelqu'un, on trouve quelqu'un mort, il faut déterminer il est mort il y a quelques heures, il est mort il y a une semaine, il est mort comment, la position dans laquelle on trouve la personne, ça détermine, si on n'a pas bougé après, ça détermine la position à laquelle il est mort. C'est-à-dire, si on le trouve couché par le ventre, ça veut dire qu'il est mort dans cette position-là, sauf si quelqu'un est venu le bouger après. C'est comme ça, quand on trouve quelqu'un qui est déjà mort, ce n'est pas très prudent de le bouger, parce que quand les enquêteurs viendront, ils vont perdre certaines traces pour déterminer dans quelle position il est mort. Cette position dans laquelle il est mort, ça indique aussi, ça peut éclaircir la mort. Par exemple, quelqu'un qui a une balle qui le traverse du front jusqu'à l'occiput. Bon, on l'a bougé, on ne saura plus si on l'a tiré après la mort ou bien si c'est la balle qui l'a pénétré, qui l'a tué. Donc, c'est ça la médecine légale qui s'occupe de toutes ces choses-là. Bon, planche numéro 13. Test de labo pour le rétinoblastome, il y a encore le test NGS, Next Generation Sequencing, séquençage de nouvelle génération. Le principe, c'est que c'est une technique, ce sont des techniques de séquençage massivement parallèles permettant de lire simultanément des millions de fragments d'ADN ou ARN au front et au haut débit, rapidité et sensibilité. Les avantages de cette technique, comparé à la méthode Sanger classique, un seul fragment à la fois. Le NGS peut analyser des régions ciblées, tout l'exome ou le génome entier en quelques heures ou quelques jours seulement. Alors que d'habitude, ça peut prendre même des années. Les applications de ça, diagnostic moléculaire, par exemple, rechercher des mutations LB1, les gènes qui sont responsables du rétinoblastome,
dans l'humeur aqueuse. Bon, oncologie, cancérologie en général, cancer rétinoblastome, c'est cancer de lait. Génétique médicale, déterminer si la maman ou la maman ou le papa comportent des maladies qui peuvent transmettre à l'enfant, des maladies surtout des maladies dangereuses, comme les SS, les encéphalies, tout ça. Il y a des enfants qui naissent sans cerveau, anencéphale, il y a des enfants qui naissent avec 3 yeux, il y a d'autres enfants qui naissent sans yeux, tout ça, c'est déjà prescrit dans les chromosomes. Alors, le test de la NGS là peut prévoir si l'enfant a des risques de naître avec ces maladies-là. Et ce test permet aussi la recherche biomédicale, c'est-à-dire biomédecine, biologique et médicale. Planche numéro 14. Midi-glossaire, c'est-à-dire termes qu'on a entendu ici haut, on va essayer de les expliquer. Le gène RB1 pour rétinoblastome 1 est un gène suppresseur de tumeurs situé sur le chromosome 13, position 13q14. Il code pour la protéine PRB qui contrôle le cycle cellulaire en freinant la transmission de la phase G1 à la phase S. Lorsqu'il est fonctionnel, PRB se lie au facteur de transcription E2F et empêche la division cellulaire incontrôlée. Donc, c'est un moyen de défense de l'organisme pour lutter contre le rétinoblastome. Alors, quand il y a une lutte, les méthodes, les mesures de défense augmentent. Donc, quand on trouve ce RB1 élevé, c'est-à-dire qu'il y a un glaucome contre lequel l'organisme est en train de lutter, donc il y a existence des glaucomes, des rétinoblastomes dans cet œil-là. La PCR, on a parlé de PCR aussi, la PCR amplifie des petites régions d'ADN pour les étudier, tandis que le NGS permet de lire en une seule passe des millions de fragments indispensables pour le diagnostic moléculaire approfondi, par exemple les mutations, les variations chromosomiques, etc. Planche numéro 15. Au retour au diagnostic oculaire chez les enfants, autre cause de la lueur pupillaire blanche, parce qu'on parlait de ça, les lueurs pupillaires blanches. Il y a la rétinoblastome du prématuré, maladie des prématurés, grossesse gestationnelle age, donc âge gestationnel, donc l'âge de la grossesse, inférieur à 30 cm, poids de naissance inférieur à 1500 g, avec traitement oxygène. Rétinopathie du prématuré, parce que je vous ai dit que quand les enfants naissent prématurés, on les met dans des couveuses. Alors, on est obligé, puisque la couveuse est fermée, on est obligé de lui apporter de l'oxygène. Souvent, l'enfant ne supporte pas l'oxygène, et chez lui, il y a des manifestations de l'oxygénothérapie qui se manifestent par la rétinopathie du prématuré. Cette maladie, donc, qui apparaît chez les prématurés d'âge gestationnel de moins de 30 semaines, avec un poids de naissance inférieur à 1500 g, sous oxygénothérapie, peuvent donner des lueurs blanches dans leur pupille. Planche numéro 16. Tolérance à l'oxygène des prématurés. Les prématurés n'ont pas une tolérance à l'oxygène comme les nouveau-nés à terme. Leur physiologie et leur sensibilité aux effets de l'oxygène sont différentes. Les poumons et les vaisseaux rétiniens des prématurés réagissent plus fortement à l'oxygène, tissu immature. Il faut éviter à la fois l'hypoxie, trop peu d'oxygène, et l'hyperoxie, donc il faut être juste au milieu. Ils sont très sensibles, mais il faut quand même leur donner l'oxygène. Alors il faut savoir quelle mesure il ne faut pas dépasser. L'objectif est une saturation ciblée de 90 à 94%, souvent inférieure à la plage normale d'un adulte ou d'un nourrisson né à terme. Planche numéro 17. Gestational age, gestationnel, GA. Nombre de semaines complètes écoulées depuis le premier jour des dernières règles, ou date de conception inversée, plus 14 jours, jusqu'à la naissance du bébé. Ça, c'est l'âge gestationnel. Pourquoi c'est important chez les prématurés? La classification des naissances prématurées se fait selon le gestational âge gestationnel. Extrêmement prématuré, inférieur à 28 semaines de gestation. Très prématuré, inférieur à 28 semaines, à 31 semaines, plus 6 à 7. Prématurité modérée à tardive, 32 semaines de gestation à 36 semaines, plus ou moins 6 et 7 jours. Le gestational âge gestationnel permet de déterminer la viabilité, les risques, exemple hémorragie et maturité pulmonaire, et d'orienter les soins spécialisés à apporter au bébé. Planche numéro 18, autre notion liée à l'âge. Âge réel, chronological age,
c'est le temps écoulé depuis la naissance. Âge corrigé, corrected age, c'est l'âge réel diminué du nombre de semaines restantes jusqu'à 40 semaines de gestation. Utilisé pour suivre le développement des prématurés, surtout jusqu'à 2 à 3 ans. À ne surtout pas confondre gravité. La gravité, c'est le nombre total des grossesses vécues par une femme, quel que soit le résultat. Est-ce que l'enfant est né en vie, et là, ça a été une fausse couche, est-ce que c'est une grossesse interrompue, ce qu'on appelle avortement volontaire ou involontaire, est-ce que c'est une grossesse extra-utérine, tout ça, ce sont des gravités, c'est-à-dire, c'est pas en rapport avec grave, c'est gravidité, c'est-à-dire qu'une grossesse. Il ne faut pas confondre avec ce qui est relatif avec l'âge. On parle d'âge gestationnel. Gravidité, c'est la grossesse. Planche numéro 19, on a encore une minute glossaire pour expliquer les termes qu'on a suivis si haut. SA, c'est semaine d'aménorrhée. Gestational age égale nombre de semaines écoulées depuis le premier jour des dernières règles du moment où la femme n'a plus ses règles. 41 semaines d'aménorrhée, soit 280 jours, à peu près 39 semaines de grossesse calculée depuis la conception jusqu'au terme. Tandis que le SG, c'est la semaine de grossesse. C'est calculé à partir de la fécondation. La relation est SA, c'est-à-dire semaine d'aménorrhée égale semaine de grossesse plus 2, car la fécondation survient en général 2 semaines après le début des règles. Par exemple, 7 semaines de grossesse égale 9 semaines d'aménorrhée. Planche numéro 20. Retour au dépistage oculaire chez les enfants. On rentre encore au dépistage oculaire parce que là, on a fait une petite parenthèse pour expliquer certains termes techniques. La lueur pupillaire blanche. Il y a ce qu'on appelle d'autres causes de la lueur blanche pupillaire, la Persisting Fetal Vasculature, PVS. Vascularisation persistante du vitré. Vascularisation persistante peut bloquer le reflet rouge, donc ça donne une lueur blanche au niveau de la lueur. Les malformations congénitales comme le colobome, la malformation papillaire, le trou dans l'iris, nerf optique, anomalie de la papille, tout ça, ça donne des lueurs blanches au niveau de la papille. Il n'y a pas qu'une seule maladie qui donne la lueur blanche au niveau de la papille. Il n'y a pas seulement que les rétinoblastomes, pas seulement la cataracte, pas seulement la persistance du vitré primitif. Il y a toutes ces maladies-là. Planche numéro 21. Autre cause de la lueur blanche de la pupille. La maladie des côtes, qui est un amas d'exsudat rétinien jaune qui donne une des lueurs anormales possibles. La toxocarose et les infections intraoculaires présentes dans certaines leucocories. Leucocorie, c'est la tache blanche au niveau de la pupille. Corps étrangers, cicatrices cornéennes ou hémorragie du vitré, ça obstrue le trajet lumineux rouge dont on avait parlé et ça donne une tache blanche au niveau de la cornée. Donc, quand on a cette anomalie de tache blanche au niveau de la cornée, de la pupille, il faut penser à beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement une ou deux maladies auxquelles il faut penser. Il y a une multitude de maladies qui donnent les mêmes symptômes. Donc, on retrouve encore le dépistage oculaire chez l'enfant, place numéro 22. Toujours résumé, la deuxième partie. L'Organisation mondiale de la santé définit le dépistage comme l'identification rapide de maladies non reconnues. Et ce concept est fondamental dans l'élaboration des programmes efficaces de dépistage visuel pédiatrique. Planche numéro 23. Maladies non connues. Maladies non reconnues, c'est quoi? Le terme maladie non reconnue désigne toutes celles qui sont présentes mais pas encore perçues ni diagnostiquées, donc des maladies latentes. Ce qui rend le diagnostic essentiel pour les découvrir et les traiter avant qu'elles ne causent des conséquences graves et que les séquelles irréversibles ne s'installent. Ceci pour garantir une intervention rapide et efficace, en particulier chez l'enfant qui est très fragile et il a encore beaucoup d'années à vivre, de préférence sans infirmité. Planche numéro 24. Les maladies non reconnues suite, par exemple l'amblyopie ou l'œil paresseux, se développe silencieusement avant l'âge de 7 à 9 ans. Sans dépistage, elle devient souvent irréversible. Et sans dépistage, elle s'installe parce que on ne sait pas qu'elle s'installe et donc on ne prend aucune précaution pour éviter que ça s'installe. L'amblyopie, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, c'est quand l'œil ne voit pas bien, par exemple un œil ne voit pas bien, l'autre œil voit bien. Alors l'œil qui voit bien, il donne des images bien dans le cerveau, l'œil qui ne voit pas bien, il donne des images dans le cerveau. Le cerveau est embrouillé, alors il supprime l'image de l'œil qui ne voit pas bien pour qu'il se concentre que sur l'image de l'œil qui voit bien. Alors, quand cette situation perdure, c'est pas nécessairement des années, chez les petits enfants, ça peut faire
après un jour ou 2 jours, le cerveau peut supprimer définitivement l'image, disons le circuit de l'œil qui ne va pas bien, et cet œil garde son anatomie normale, mais cet œil ne voit plus et risque de ne plus jamais voir quel que soit le traitement. C'est l'importance du dépistage avant et de commencer le traitement avant pour ne pas arriver à cette histoire d'amblyopie. On parle souvent d'amblyopie ex-anopsie. On continue sur la même page 24. Les maladies non reconnues, des maladies visuellement ou même vitalement menaçantes, comme respectivement la cataracte congénitale, des défauts de réfraction, myopie, hypermétropie et astigmatisme, ou le rétinoblastome, peuvent rester non détectés par l'enfant ni par son entourage jusqu'à ce qu'un dépistage rapide, test de réflexe rouge, on en a parlé, la lueur rouge, là, examen ophtalmologique ciblé peut les révéler facilement. Planche numéro 25. On rentre encore au dépistage chez les enfants. Notamment, les données suggèrent que les enfants issus des milieux socio-économiques défavorisés présentent un risque plus élevé de troubles visuels, soulignant la nécessité d'efforts de dépistage ciblés pour réduire ces disparités. Planche numéro 26. L'évolution du dépistage visuel pédiatrique a été influencée par les avancées de la recherche et des documentations, les recommandations d'organismes professionnels tels que l'American Academy of Pediatrics, qui insistent sur l'importance des dépistages commençant dès l'âge de 6 mois. Planche numéro 27. Les méthodes de dépistage varient à travers le monde. Certains pays se limitent aux tests d'acuité visuelle, tandis que d'autres mettent en œuvre une gamme plus large d'évaluation, donc d'examens, des tests à pratiquer. Planche numéro 28. L'incohérence des pratiques soulève des inquiétudes quant à l'accessibilité et à la standardisation des programmes de dépistage, ce qui peut entraîner d'importantes lacunes dans l'identification et le traitement des troubles visuels. Planche numéro 29. Les controverses entourant le dépistage visuel pédiatrique portent souvent sur l'efficacité des différentes méthodes de dépistage et sur la difficulté d'intégrer ces programmes dans les systèmes de santé existants. Des questions telles que la pertinence des protocoles de test, l'assurance qualité dans la réalisation du dépistage et l'implication des parties prenantes, y compris les parents et les éducateurs, sont essentielles pour améliorer l'efficacité globale de ces initiatives. Planche numéro 30. L'importance d'une intervention précoce est bien documentée car les troubles visuels non traités peuvent avoir de graves conséquences sur les performances scolaires et le développement social des enfants, comme on l'a déjà dit plus haut. Par exemple, les erreurs d'apprentissage, l'enfant, on écrit O au tableau, lui il voit ça A, et c'est ce qui reste dans sa tête. On écrit E, lui il voit peut-être, je sais pas, Z. Alors, il confond, donc cette erreur-là risque de rester dans sa tête et lui donner une fausse orientation, une fausse direction de l'apprentissage. Et ces erreurs peuvent rester définitivement dans les cerveaux, dans la mémoire, et avoir des implications néfastes dans son développement ultérieur, de son développement intellectuel ultérieur. Donc, il y a des erreurs d'apprentissage, les installations d'un complexe d'infériorité, la marginalisation et l'amblyopie ex-anopsie dont on a parlé ici il y a quelques instants. Planche numéro 31. L'importance de la détection et de l'intervention précoce est bien établie. Les programmes de dépistage visuel pédiatrique sont conçus pour faciliter l'orientation vers des spécialistes pour des évaluations en temps opportun, c'est-à-dire suffisamment à temps pour qu'on n'arrive pas au stade de déclenchement des maladies et surtout au stade des séquelles, des complications qui parfois peuvent rester indélébiles, c'est-à-dire qui ne peuvent plus changer et qui restent toute la vie. Planche numéro 32. Dépistage oculaire chez l'enfant, toujours. Des problèmes latents visuels, il n'y a pas que les troubles de la réfraction, mais aussi l'amblyopie due à autres causes. La cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes, les maladies du nerf optique, les inflammations, la malnutrition, la malnutrition de vitamine B1, vitamine B3 et vitamine B12 et beaucoup d'autres vitamines, vitamine A. Tout ça, quand ces vitamines manquent, ce sont des maladies de nutrition, ça peut avoir des impacts sur le développement de l'œil et la santé de l'œil et aboutir, tout le monde sait que quand par exemple quelqu'un manque la vitamine A, et on parle de la vitaminose A et ça peut entraîner par exemple la cécité.
Donc, des problèmes latents visuels, il n'y a pas que des troubles de la réflexion, mais aussi l'amblyopie due à autre cause, par exemple la cataracte, glaucome, maladie, tout ça. La mauvaise perception des couleurs, c'est aussi un facteur parce que la mauvaise perception des couleurs, il y a des gens qui ne voient pas les rouges, il y a des gens qui ne voient pas les bleus, et tout ça, il y a des voix qui ne voient pas deux couleurs, il y a des gens qui ne voient pas les trois couleurs, ils ne voient que les nuances de gris. Il y a d'autres, au contexte, sont des surdoués, au lieu de voir trois couleurs fondamentales, qui, en les mélangeant, donnent toutes les autres couleurs, eux, ils ont 4 couleurs fondamentales, et il y a même des animaux qui ont 20 couleurs, qui voient 20 couleurs fondamentales. Donc, les déviations des âges et des regards, tout ça, ce sont des problèmes latents qui sont liés à la vision. Planche numéro 33. L'OMS définit le dépistage comme l'identification présomptive des maladies non encore reconnues par le porteur ou son entourage. Pas reconnues par la science, mais par le porteur ou son entourage, comme on avait déjà dit plus haut. Et ce, par des tests et examens rapides. Ou, en d'autres termes, l'identification présomptive par test et examen rapide de maladies encore latentes. C'est-à-dire des maladies qui sont encore là, mais qui ne se manifestent pas encore, donc ils sont sournoises, ils sont là, ils se développent, mais on n'a pas encore diagnostiqué, et les malades ne sentent pas encore ça, et ça se développe, ça peut entraîner comme nous avons parlé plusieurs fois des glaucomes, c'est une maladie qui se développe comme ça, ça se manifeste, mais les manifestations deviennent tellement lentement qu'on ne peut pas remarquer leurs souvenirs. C'est comme quand l'aiguille d'une montre bouge, vous ne voyez pas l'aiguille du montre, mais quand même à un moment, vous voyez que 20 minutes sont passées, 1 heure s'est passée. C'est comme ça avec les maladies latentes, ça se développe sournoisement et on ne le sent pas, mais ça peut déjà provoquer des séquelles parfois qu'on ne peut plus corriger, qu'on ne peut pas soigner, on ne peut pas faire le retour en arrière. C'est comme le feu de brousse quand il a brûlé, là où ça a brûlé, ça reste stérile, les plantes ne poussent plus. C'est la même chose avec ces maladies latentes qui peuvent être dangereuses et très mauvaises. Donc, l'OMS définit le dépistage comme l'identification présomptive des maladies non encore reconnues par le porteur ou son entourage, et ce, par les tests et examens rapides, ou, en d'autres termes, l'identification présomptive par test et examen rapide de maladies encore latentes, présomptives. Ici, présomptive a le sens de identification ou supposition fondée sur un indice ou test rapide, mais pas encore confirmé par des examens plus approfondis. La méthodologie test de dépistage, tandis que la majorité, 89%, intègre des informations supplémentaires allant des tests de base, tests d'évaluation de l'autre peu en bas, soit les deux sont déviés du même côté, et ce ne sont pas des strabismes, des histoires comme ça, des maladies, des troubles des mouvements des yeux, de l'alignement des yeux. Et ces maladies, il faut les dépister parce que ce sont les plus grandes causes des amblyopies. Parce que quand les malades voient double, il faut que nécessairement le cerveau supprime une des images, un des objets. Sinon, il ne sait pas lequel considérer parce qu'il y en a deux. Il ne peut pas analyser. Il faut que soit les deux soient fusionnés, ça forme une seule image dans la tête, soit qu'il faut supprimer une image, c'est-à-dire on supprime la mauvaise. Et si cette situation perdure longtemps, le cerveau trouvera que cet œil-là n'est pas utile, il va le supprimer définitivement pour tomber dans ce qu'on appelle, on a déjà vu ça, l'amblyopie ex-anopsia. Donc, il y a des examens plus complets de la vision binoculaire incluant des stéréotests. Voilà, on est à la fin de la planche. On va changer de sujet pour couvrir les heures. En attendant, on prend une petite pause pour préparer la suite avec un autre sujet. Une petite pause. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme.
RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. BleuSat, l'opérateur TNT qui vous offre déjà un super contenu, vous donne la possibilité de rester connecté à vos programmes préférés avec notre application Bleu OTT International. Suivez la chaîne RTVE TV actuellement disponible dans notre bouquet OTT. Pour télécharger et installer l'application Bleu OTT International, allez sur Play Store ou App Store. Tapez Bleu OTT International et cliquez sur Installer. Une fois installé, veuillez sélectionner l'indicatif de votre pays et insérer votre numéro de téléphone au bon format, puis valider. Vous recevez un code OTP à 4 chiffres, tapez ce code et validez. Profitez de votre expérience télévisuelle internationale avec Bleu OTT International gratuitement. Bleu OTT International, Be Live. Un produit de BleuSat. BleuSat, l'opérateur TNT qui vous offre déjà un super contenu, vous donne la possibilité de rester connecté à vos programmes préférés avec notre application Bleu OTT International. Suivez la chaîne RTVE TV actuellement disponible dans notre bouquet OTT. Pour télécharger et installer l'application Bleu OTT International, allez sur Play Store ou App Store. Tapez Bleu OTT International et cliquez sur Installer. Une fois installé, veuillez sélectionner l'indicatif de votre pays et insérer votre numéro de téléphone au bon format, puis valider. Vous recevez un code OTP à 4 chiffres, tapez ce code et validez. Profitez de votre expérience télévisuelle internationale avec Bleu OTT International gratuitement. Bleu OTT International, Be Live. Un produit de BleuSat. Déjà nous continuons avec un autre sujet parce que le premier sujet était épuisé. Nous avons encore assez de temps, 15 minutes à peu près. Alors nous continuons avec maintenant planche numéro 1. Planche numéro 1, un entretien scientifique avec l'intelligence artificielle. Planche numéro 1. On va vous montrer comment l'intelligence artificielle interagit, comment ça répond et comment elle s'y prend pour donner des réponses, tout ça. Ça c'est la planche 1. On commence à la planche 2. Question posée à l'intelligence artificielle. C'est sur l'astronomie, la cosmologie. C'est pas encore faut avec cosmogonie parce que cosmogonie c'est dans les histoires métaphysiques. Là c'est la cosmologie, les études des planètes. Question posée à l'intelligence artificielle. Les incongruités entre ce que les astrophysiciens connaissent de l'univers et ce qu'ils découvrent des images que James Webb et Hubble, ce sont des télescopes très sensibles et qui ont une très grande finesse, une résolution très élevée. Donc ce que le James Webb et les Hubble envoient ne sont-elles pas explicables par le fait que nous analysons l'univers en 3 dimensions au lieu de 4 dimensions? Ça c'est la question que j'ai posée à l'intelligence artificielle. Maintenant voici sa réponse. Ce que vous suggérez, peut-être que les paradoxes ou surprises observées, exemple les galaxies trop anciennes. Par exemple, on parle de Big Bang, qu'à un moment, l'univers s'est créé à partir de Big Bang, il y avait un point unique là qu'on appelle singularité. Ce point-là a explosé et puis ça donnait des étoiles et tout ça. Mais ça a suivi un cheminement. Ce n'est pas du coup comme ça que les étoiles se sont formées. Il y a eu des poussières, des amas d'énergie qui se sont rassemblés, consolidés, tout ça, et pour former des étoiles, et tout ça, et puis après, ça s'est rassemblé à des galaxies, à des super galaxies, des histoires comme ça. Donc, peut-être que les paradoxes ou surprises observées, par exemple, galaxies trop anciennes, ça dit que pour arriver à un stade d'une galaxie, ça va prendre du temps. Mais maintenant, on connaît la date du Big Bang, mais le temps qui s'est écoulé entre le Big Bang et le temps d'aujourd'hui, ces galaxies-là ne pouvaient pas avoir cette configuration-là. Ils sont trop vieux pour ce temps-là. Donc il y a une disparité entre ce que la science connaît, la science observée, et les notions, les photos que les télescopes James Webb et Hubble nous envoient. Donc maintenant, c'est pour cela que j'ai posé la question de l'intelligence artificielle.
D'où viennent ces disparités? Est-ce que c'est parce que nous voyons le monde en 3 dimensions alors qu'on pouvait voir le monde en 4 dimensions, 5 dimensions, tout ça? Voilà, c'est la réponse que l'intelligence artificielle donne. Soit que ce sont par exemple des paradoxes, des galaxies trop anciennes ou trop grandes. Avec l'expansion de l'univers, on ne pouvait pas avoir des galaxies de cette taille-là, mais on a des galaxies qui ont cette taille-là. Soit ces galaxies ont existé avant le Big Bang, soit il y a un problème avec nos formules physiques. Donc, ou bien alors, ces galaxies sont trop structurées dans le jeune univers. L'univers est tellement jeune que ces galaxies ne peuvent pas être structurées jusqu'à ce niveau-là. Alors, il y a des disparités. Non, l'intelligence artificielle continue. Peut-être que les paradoxes ou surprises observées proviennent d'une erreur de perspective. On projette l'univers dans 3 dimensions spatiales plus une dimension, le temps, comme s'il était rigide et linéaire, alors que sa géométrie réelle pourrait être bien plus complexe. La suite de la réponse de l'intelligence artificielle. Excellente question donc, profonde et pertinente. Tu touches là à un point central de la cosmologie moderne. Les incohérences apparentes entre les modèles théoriques de l'univers, issus de la réalité générale, de la relativité générale et de la physique des particules, etc., et ce que les télescopes comme James Webb ST ou Hubble observent dans la nature. Voyons cela clairement. Planche numéro 5. Réponse 8. Oui, en partie, c'est une piste légitime. Notre perception est limitée à 3 dimensions spatiales et une temporelle. Les lois de l'univers telles que décrites par la relativité d'Einstein sont bel et bien en 4 dimensions, 3 espaces et un temps. Ce qu'on appelle l'espace-temps. Or, nous percevons le monde en 3 dimensions plus le temps séparé, comme s'il y avait l'espace puis le temps séparément, alors que ça constitue un continuum, ce qu'on appelle espace-temps, une entité, une entité ferme là, espace-temps. Pourtant, dans la réalité fondamentale, temps et espace sont liés. Donc, il se peut que des phénomènes à très grande échelle cosmique ne soient pas bien interprétés parce qu'on les projette mentalement dans un univers 3 dimensions figé, alors qu'ils évoluent dans des espaces-temps fluides et déformables. Planche numéro 6. Mais les astrophysiciens tiennent déjà compte des 4 dimensions. Les modalités utilisées pour prédire la formation des galaxies, pour expliquer le décalage vers le rouge, on appelle ça redshift, pour comprendre l'expansion de l'univers, sont formulées dans un cadre à 4 dimensions et parfois même à plus dans les théories comme la théorie des cordes. Les 4 dimensions, on a vu les 3 dimensions habituelles. Vous avez la longueur, la largeur et puis la hauteur. Ce sont les 3 dimensions de l'espace, plus la dimension temps. Le temps est une dimension qui s'applique à l'espace pour former l'espace-temps, les tissus espace-temps. Le problème n'est pas que les physiciens oublient la 4e dimension, mais nos intuitions humaines et parfois nos modèles simplifiés ou nos outils de visualisation ne rendent pas toujours bien compte de la vraie complexité de l'espace. Planche numéro 7. Ce que James Webb Space Station et Hubble révèlent qui cloche avec nos attentes. Galaxies trop bien formées, trop tôt dans l'histoire de l'univers, structure cosmique déjà complexe, peu de temps après le Big Bang, trop de galaxies massives là où on s'attendait à un univers encore en construction. Ces surprises remettent en question nos modèles de formation galactique. Pas forcément l'espace-temps lui-même, mais elles suggèrent peut-être que nos hypothèses sur la matière noire ou l'expansion initiale sont incomplètes, ou que notre modèle du temps et des premières phases de l'univers mérite d'être révisé. Planche numéro 8. Je rappelle que ce sont des réponses que l'intelligence artificielle a données à la question que je lui avais posée. Les incongruités récentes, par exemple, avec James Webb. Des galaxies massives trop tôt, des galaxies très développées, observées moins de 500 millions d'années après le Big Bang. Structures complexes trop tôt, comme des disques galactiques ou des barres censées apparaître bien plus tard. Distribution inattendue des étoiles de population 3, les premières étoiles donc. Écart entre âge cosmique et distance apparente, effet de redshift versus contrairement à la géométrie réelle. Ces observations mettent à mal certains aspects du modèle standard ACDM, univers avec matière noire froide, énergie noire, etc. Énergie noire, on appelle ça par aussi énergie sombre.
Bon, exemple d'incongruité potentiellement explicable par des dimensions supplémentaires, c'est-à-dire plus que les 3 dimensions, plus l'espace-temps, plus le temps, ça fait espace-temps. Donc les dimensions supplémentaires, c'est à partir de 5e dimension, tout ça. Si on exclut le temps, donc à partir de la 4e dimension. Incongruité observée. Galaxie massive trop tôt. Hypothèse avec dimension supplémentaire. Le temps ou l'espace n'a pas évolué de manière uniforme dans toutes les dimensions. Peut-être que le temps n'a pas évolué. Vous savez, quand vous êtes en difficulté, le temps part très lentement. Et quand vous êtes dans la jouissance, le temps part trop rapidement. Donc le temps est aussi un peu subjectif, mais il se peut aussi que dans l'univers, au niveau de la matière, que le temps ne soit pas exactement le même. Il y a des endroits peut-être que le temps évolue plus rapidement, il y a des endroits où le temps évolue plus lentement. Peut-être ça peut expliquer aussi peut-être quelques incongruités de cette façon. Par exemple, l'expansion de l'univers accéléré. L'hypothèse avec dimension supplémentaire, effet géométrique d'une courbure dans une 5e dimension. On parle d'une 5e dimension. Donc, en plus de nos 3 dimensions, le temps, il y a une 5e dimension qui pourrait peut-être expliquer ça. Par exemple, le modèle de Randall-Sundrum. Par exemple, la matière noire et l'énergie noire ou l'énergie sombre. Qu'est-ce qui peut expliquer ça au niveau des dimensions supplémentaires, c'est-à-dire plus de 4 dimensions, 5 dimensions? Les manifestations visibles d'effets gravitationnels dans d'autres dimensions. La planche suivante, l'hypothèse des dimensions supplémentaires. En théorie, la relativité, donc planche numéro 10, la relativité générale considère 4 dimensions, 3 espaces plus 1 de temps, mais plusieurs théories modernes, notamment la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, les modèles Brane cosmologiques, l'univers sur une membrane dans un espace à 5 dimensions ou plus, proposent que l'univers réel ait plus de 4 dimensions, dont certaines enroulées ou cachées. Planche numéro 11. Alors, ce que nous percevons comme une anomalie dans l'espace-temps à 3 dimensions plus le temps pourrait simplement être un effet de projection d'un univers à plus de 4 dimensions sur notre perception réduite, comme une ombre déformée d'un objet 3 dimensions sur un mur à 2 dimensions. Le mur à 2 dimensions seulement, quand vous prenez un objet, si vous prenez par exemple un cylindre, vous le projetez, il peut donner un tore, comme il peut donner une ligne, comme il peut donner un cercle. Ça dépend de l'angle de projection. C'est ça que peut-être il peut expliquer aussi certaines incongruités avec ce que les télescopes James Webb et tout ça nous envoient. Planche numéro 12. Oui, les incongruités entre observations récentes, Hubble, James Webb, tout ça, et modèles théoriques peuvent en partie être dues à une compréhension incomplète de la structure réelle de l'espace-temps, notamment si nous négligeons des dimensions supplémentaires ou des géométries plus complexes que ce que notre intuition 3D, 4D espace-temps nous permettent d'imaginer. Le chronomètre nous indique qu'il reste 3 minutes. Bon, ça ce n'est qu'un avant-goût de notre sujet parce que c'est pour combler le temps. On va revenir sur ça plus tard. On continue pour combler les 3 minutes là et puis on va se séparer. Planche numéro 13, en résumé. Les astrophysiciens raisonnent déjà en 4D espace-temps, mais il est possible que nos interprétations visuelles, intuitives ou analytiques soient trop limitées ou trop de 3D. Cela peut contribuer à des incompréhensions ou des surprises dans les observations de James Webb ou de Hubble, qui sont des télescopes à grande résolution. Planche numéro 14. Ce n'est pas encore prouvé et ces modèles sont très complexes mathématiquement. Les données du télescope James Webb pourraient aussi forcer à réviser nos hypothèses plus classiques, physique du Big Bang, formation des galaxies, rôle du gaz primordial, etc., sans nécessairement invoquer des dimensions cachées. Il y a encore à peu près 19 planches. On va lire la dernière parce qu'il est temps. Planche numéro 15. Modèle géométrique multidimensionnel. Comment voir au-delà de 3 dimensions? Le modèle du tapis roulé, espace courbe en 4 dimensions. Imaginons une fourmi qui marche sur une natte plate, 2 dimensions. Cette nappe est en réalité courbée dans une 3e dimension, par exemple en colline ou en cylindre. Mais la fourmi ne le perçoit pas car elle est prisonnière de ces 2 dimensions, comme nous sommes prisonniers de nos 3 dimensions. Nous sommes cette fourmi, mais dans 3 dimensions, sans percevoir la 4e dimension spatiale ou plus. L'univers pourrait être courbé ou replié dans une 4e dimension, ce qui expliquerait des effets de gravité inattendus, des distorsions de lumière ou des structures éloignées apparaissant comme proches, comme les effets miroirs cosmiques. Bon, nous arrêtons là, il y a encore sur ce sujet, il y a au moins encore 19 planches.
Nous arrêtons parce qu'il est temps, le temps est parti, est arrivé à ce terme. Nous vous remercions d'avoir suivi et nous invitons à être réguliers à nos émissions. Nous espérons que vous avez compris, vous avez quand même assimilé quelque chose. Notre émission est une émission de partage. Celui qui connaît quelque chose à dire, il peut venir, il partage ce qu'il connaît et puis même ce qu'il veut que les autres répondent à sa place, il peut venir poser des questions. Les autres, à partir de la maison, peuvent lui donner des réponses. Nous vous remercions et nous vous demandons de rester toujours à l'écoute les mardis et les jeudis à partir de 10h, parfois avec un peu de retard, jusqu'à 10h20. Et l'émission dure 45 minutes. Et la rediffusion, c'est mercredi et dimanche. Donc là, nous sommes à terme. Nous vous disons au revoir et nous vous envoyons la plénitude des bénédictions du ciel pour que vous soyez en mesure de nous suivre encore la prochaine fois. Ciao et à la prochaine. RTVE, tout un programme.